Bonjour, je me présente Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais envie de partager leur histoire, leur parcours souvent atypique. C'est pour cette raison que j'ai créé le podcast Histoire d'hypercroissance où j'invite des entrepreneurs, des experts qui viennent nous partager toute leur histoire, leur richesse et surtout comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Sébastien Leblond, qui est cofondateur de Farm. Sébastien a un parcours atypique, extraordinaire, avocat pendant plusieurs années. Ensuite, il a parti son entreprise de droit des affaires et aujourd'hui, il est à la tête d'un projet révolutionnaire à Abu Dhabi où on parle de fermes, où on traite de l'économie circulaire, du développement durable. Vraiment un beau parcours à découvrir. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Sébastien Leblond, bienvenue. Ben merci. Je suis très, très content de te voir et puis ta belle équipe. Donc, merci de me recevoir dans vos très beaux studios. Oui, exact. Là, tu vois, on est vraiment cosy. On est comme à la maison. On a une belle discussion ensemble. J'ai déjà mal au ventre tellement qu'on a ri juste avant de commencer. Donc, merci d'avoir pris le temps d'être ici. C'est important pour moi d'avoir des entrepreneurs avec des parcours, je dirais, atypiques. Et tu as une formation d'avocat. Tu as exercé comme avocat plus de 20 ans. C'est bien ça? Ben, exercer peut-être 10-12 comme avocat plus traditionnel. Oui. 13 comme entrepreneur. OK. Donc, 24-25. 24-25. Puis je viens de démontrer que les avocats en calcul, on n'est pas très bons. Il y a peut-être de l'overlap là-dessus. Tu sais. Il y a peut-être de l'overlap, exact. Mais tout ça pour dire que tu as parti et tout ça. Et là, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un projet excitant que tu vas lancer justement à l'automne. Et ce projet-là est vraiment intéressant pour moi parce qu'on n'a jamais eu personne sur le podcast qui nous a parlé d'économie circulaire, qui a fait vraiment une analyse, une préparation pour comme réinventer un peu, avoir des idées novatrices pour le futur. Tout ça dans la ferme, donc dans le fond, la croissance agroalimentaire, de le sustainable, je ne sais pas comment on dit ça en français, là, mais de développement durable. Développement durable, exact, et c'est ça. Alors, on a plein de beaux projets, mais j'aime toujours commencer par connaître les gens, d'où ils viennent. Et toi, tu es tout un personnage. On a eu la chance de se connaître à travers Rio. À toutes les fois qu'on a des conversations, que moi, j'ai eu des conversations avec toi, on rit, on a du plaisir, mais il y a tellement une intelligence, une réflexion, ça bouge, tu sais, ça compute dans la tête, là, tu sais. C'est pas reposant. C'est pas reposant, pour moi, puis plein de gens autour de moi. Oui, c'est pas reposant. Mais je pense que justement, c'est ce qui fait la saveur unique et où tu es rendu aujourd'hui. Fait que merci de prendre le temps de venir nous parler. Mais pour commencer, d'où tu viens? D'où vient cette bébite-là, là? Ce bébite-là est né à l'hôpital Notre-Dame. OK. En 1976, un beau 7 juillet. 24 heures de travail, ma pauvre mère, elle s'en est jamais remis. Après, elle m'a appris à parler. Ça s'en est jamais remis. Et puis, j'ai grandi à Repentigny, dans la ville de Montréal. 3 garçons, donc je suis l'aîné d'une famille de 3. 2 petits frères, dont un qui est impliqué dans le projet dont on va parler. Oui. Mon petit frère Mario et un autre, Michel, qui est ingénieur aujourd'hui et qui a une petite fille. Donc, grandi principalement autour du sport. C'est que je suis un sportif, j'ai joué au hockey, baseball, j'ai fait du patinage artistique. C'est ça que je ressemblais au hockey, c'est ça que ma mère dit. Mais de haut niveau. Oui, OK, hockey au niveau. Ah oui, je savais pas junior ça. majeur au hockey, junior élite avec quelques bribes presque pro baseball. Et puis, très, très compétitif en patinage de vitesse aussi à une certaine époque. Donc, beaucoup dans la performance, beaucoup aussi dans la discipline pour combiner au départ le sport et les études. Oui. Et plusieurs sports et les études. Oui, c'est ça, multisport quand même, là, tu sais, parce que souvent, les gens vont juste prendre, mettons, le football ou on va avoir juste une concentration, mais toi, tu as vraiment fait autant le baseball. Puis, tu sais, le baseball, c'était le baseball et le hockey quand même, il faut le faire.
Oui, ben, faut le faire. Tu sais, j'ai beaucoup d'énergie de base, puis toute la combinaison de toutes ces activités-là est un peu la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai encore cette énergie-là, puis encore le focus, puis le goût de faire des choses. Le sport est probablement une des belles écoles, puis je suis content parce que après mon enfance, ben, je suis devenu avocat, comme tu disais, puis je suis aussi devenu papa. Et aujourd'hui, j'ai 2 enfants, 2 beaux enfants, une grande fille de 12 ans puis un petit garçon qui va avoir 11 ans. Et les 2 sont beaucoup impliqués dans le sport, puis les 2 dans le sport de compétition. Puis je les vois beaucoup se former comme individus, puis développer des skills, mais aussi apprendre à ton rôle dans une équipe, ton rôle comme dans ton entraînement, puis le sérieux que tu dédies. La discipline, la rigueur. Puis aussi la capacité de faire des erreurs, de prendre des décisions. Mon garçon joue au hockey. Les gens ne réalisent pas, mais dans une game de hockey, tu prends 200 décisions. Oui. Et là-dessus, tu fais 30 erreurs que tu dois récupérer immédiatement. Oui. Puis ça, ben, quand tu deviens professionnel, quand tu deviens entrepreneur, ben, la capacité de prendre des décisions rapidement dans l'action et de t'adapter est super importante. Puis aussi de te pardonner rapidement des mauvaises décisions que tu as prises. Le sport t'apprend à faire des erreurs et d'être accountable. Puis là, j'imagine qu'il va y avoir un service de traduction oui, quand on utilise ça. des anglicismes. Exact. Imputable, je vais tenter de soigner mon langage. Donc, d'être imputable envers tes pairs, envers tes coéquipiers, envers tes coachs. Puis ça, ben, d'apprendre ça dans la petite enfance, à 10, 12, 13 ans, prépare les années d'adulte où tu vas avoir un métier, où tu vas avoir une carrière. Puis moi, ben, je pense que la source de toute cette énergie-là, mais aussi de la discipline puis du focus provient de mes années de sportif. Oui. Puis je pratique encore le sport, mais de façon moins assidue. On a parlé tantôt de mon amour pour la nourriture. Oui. La combinaison des deux, des fois, est plus difficile à faire. Mais c'est correct, ça reste que ces fondations-là sont là. Tu disais que tu joues au golf, tu fais encore tout plein de choses. Je joue au hockey toutes les semaines, toutes les semaines que je suis ici. D'ailleurs, mes coéquipiers m'ont dit récemment que tant que je paierais ma cotisation, je pouvais ne pas être là, puis ça les dérangerait pas, me garderait dans l'équipe. Mais je manque beaucoup trop de games depuis quelques années parce qu'on voyage beaucoup, puis on va en parler aujourd'hui. Oui, avec ton projet. Ouais. Alors là, est-ce que tu viens d'une famille d'entrepreneurs? Non, pas du tout. C'est que mes parents, mon père était gardien de prison, directeur de prison. Et puis, ma mère était femme au foyer. C'est que moi, en fait, un jour, mon père m'a dit, j'aimerais beaucoup ça que tu deviennes policier. Puis moi, ben, j'ai la chienne dans la vie. C'est qu'il n'était pas question que je fasse ça. Mais puis là, ben, j'ai regardé ce que ça prenait comme étude. Puis là, j'ai vu que le cégep avait des cours de droit. Puis j'ai fait comme... Moi, je me vois beaucoup plus avocat. puis là, ben, c'est un peu ce qui m'a amené dans le droit. Puis le droit, c'était un peu comme du sport. C'est qu'il y avait cette notion-là d'avoir des nouveaux dossiers tout le temps. Oui. D'être toujours dans l'action, d'avoir de la nouveauté. Moi, j'ai besoin d'être stimulé. Et puis je trouve que ça correspondait plus à l'image que j'avais, mais j'avais toujours dans ma tête l'idée d'être entrepreneur. Oui. Depuis que je suis tout petit que je voulais être entrepreneur. Je disais à mes grands-parents, je me rappelle, moi, je pense que je vais fabriquer du beurre d'arachide parce que tout le monde mange du beurre d'arachide. Puis ça je me rappelle de ça à 5-6 ans. Ah oui. Mais tu deviens avocat, puis toute la notion de risque, moi, je n'ai pas d'une famille qui avait pris beaucoup de risques, autrement que du risque d'avoir une famille puis d'en prendre soin. Puis là, ben, d'apprendre à développer le réflexe puis les muscles de l'entrepreneuriat puis de prendre des risques calculés, c'était pas évident. Puis quand tu es trainé comme avocat, c'est encore pire parce qu'on est des gestionnaires de risques pour les autres puis on est très risk adverse. C'est que c'était un peu contre nature, mais j'ai toujours été moi-même un peu à contre-courant. C'est que j'ai toujours été très intéressé par les aspects plus business du droit que le droit en tant que tel. Oui. Puis c'est un peu pour ça qu'à un moment donné, j'ai fondé une entreprise en droit, puis qui m'a amené à faire d'autres choses par la suite. Mais cette idée-là est venue probablement par moi-même, puis c'est la combinaison du sport, du droit, puis cette fascination-là envers les gens qui créent. Oui. Puis ça, c'est valide dans mon cas à moi, tant pour les artistes, parce que je suis très impliqué dans la communauté artistique, puis très inspiré, que les entrepreneurs en tant que tels. C'est que moi, je suis quelqu'un de très perméable à cette inspiration-là. Oui. Puis le projet qu'on est en train de développer au Moyen-Orient est un projet qui est essentiellement la somme de toutes ces inspirations-là, puis qui combine tant les aspects très business, très, très cartésiens de piliers de croissance et des aspects très artistiques, très créatifs
qui nous amène à créer quelque chose de relativement unique. Mais là on y arrive là, mais tu as quand même fait une vingtaine d'années dans le droit, tu sais. Alors, puis même dans ces 20 années-là, il y a quand même une transition d'un avocat à avoir une business d'avocat de droit des affaires. Fait que peux-tu nous expliquer un peu ce cheminement-là pour avant d'arriver au gros projet? C'est que moi ma carrière d'avocat, elle est en 4 temps. C'est que le premier temps, c'est les premières années où là, je me forme. J'étais dans un cabinet à cette époque-là qui était spécialisé en droit bancaire, qui avait pour le Québec modélisé le recouvrement de créances. Puis c'est important parce que la business que je développe plus tard vient de là. Puis à cette époque-là, on parle du tournant des années 2000, 99-2000. Il y a un changement dans cette industrie-là où de plus en plus la technologie vient automatiser certains processus. Des entrepreneurs et des avocats créent des structures qui viennent intermédiariser la relation entre la banque et ses service providers, notamment avocats, huissiers, puis courtiers immobiliers et tout. Donc il y a vraiment une ébullition dans l'évolution du modèle d'affaires. Et là, il arrive dans le marché des offres de services pour désintermédiariser ou intermédiariser, en fait, la relation entre la banque et puis ses service providers. Puis là, moi, j'arrive en début de carrière, puis j'ai un boss à ce moment-là qui est très impliqué là-dedans. Puis moi, je suis très impressionné de ça parce que là, soudainement, c'est un modèle d'affaires. Puis là, je commence à être fasciné sur le modèle d'affaires. Je fais 4 ans là-bas. Et puis, juste avant, j'étais allé vivre à Londres un bout de temps, puis j'avais été séduit par l'Angleterre. Et notamment, j'avais travaillé pour des gens du Moyen-Orient alors que j'étais là-bas. Puis ça devient important dans la suite des choses parce que ça me ramène un peu à ça. Donc, puis à ce moment-là, je parle d'affaires avec eux. Puis je suis initié à ce qu'eux, ils font. Puis là, je suis très inspiré. Puis là, cette première job-là, je l'ai là. Entre-temps, je suis tenté d'aller revivre à Londres. Puis je jongle avec cette idée-là, mais j'ai une amie à moi qui était avocate dans un grand cabinet de Montréal et qui me dit « Non, Sébastien, j'aimerais vraiment ça que tu viennes travailler pour nous. On cherche un avocat. » Puis finalement, de fil en aiguille, je me retrouve dans cette firme-là qui s'appelle Langlois aujourd'hui. Langlois Cronstrom Desjardins, jadis. Et je fais quelques années là-bas, super intéressante. Je suis super chanceux, au cœur de plein de dossiers super intéressants. Et puis, mais toujours animé par ce désir de faire de la business. Oui. Puis pour moi, c'est clair dans ma tête que je ne ferai pas ce métier-là d'avocat plus traditionnel toute ma vie. Puis j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui le font encore après 20-25 ans, parce que c'est un métier qui est très rigoureux puis qui est... Exigeant aussi. Oui, qui est exigeant puis qui est sérieux. Tu sais, on représente les gens. Puis aujourd'hui, j'utilise des services d'avocat dans toutes sortes de contextes, mais notamment dans un litige. Puis je me rends compte de la responsabilité que j'avais envers les clients. Puis souvent, c'est quand tu es de l'autre côté d'une équation que tu te rends compte du sérieux du travail que tu faisais avant quand tu as la chance d'être exposé comme ça. C'est tout ça pour dire que de fil en aiguille, je fais 6 ans là-bas. Et là, il arrive... en fait, je commence à bâtir ce qui est devenu la business d'après dans ce cabinet-là. Puis pour un ensemble de raisons, le cabinet n'a pas voulu de l'offre que je développais, mais j'avais déjà des clients, j'avais déjà de la business qui était générée de ça, puis on m'a demandé de faire un choix. Ou bien je laissais ce qu'on avait bâti, puis ça avait pris 2-3 ans, ou je suis invité à m'en aller. Ce que j'ai fait. Puis en 2007, je crée une entreprise qui s'appelait Fetch Légal. Fetch, notre logo, c'est un chien avec des dollars dans la bouche. En fait, ce que ça faisait, c'était de modéliser le recouvrement de créances pour les banques. Oui. Ce qui était essentiellement le métier de mon premier bureau d'avocat. Oui. Mais là, je voulais le faire au niveau national. Puis là, j'avais l'occasion de le faire. Puis de fil en aiguille, j'ai fait 13 ans. Là-dedans, on a ouvert 9 bureaux au Canada. On avait plus de 100 employés à une certaine époque. Et puis là, ça m'a vraiment appris le métier d'entrepreneur. Oui. C'est là que, au fur et à mesure, j'ai dû me convaincre que j'étais plus un entrepreneur qu'un avocat. Puis au travers de ça, on vit toutes les étapes de la construction d'une entreprise, avec ce qu'il y a de bon puis ce qu'il y a de moins bon. Puis là, j'ai croisé IO
à une certaine époque, 4 ou 5 Entrepreneur Organization, le chapitre de Montréal. Voilà. Et puis, il a fallu que je me batte pour en faire partie parce que de nos sponsors, il y avait des avocats, puis j'étais considéré comme un avocat. Puis souvent, ce qui arrive quand tu es un avocat, c'est difficile de convaincre les gens que tu es d'autre chose qu'un avocat. Et puis moi, il a fallu à 3 reprises que j'y aille plaider ma cause auprès de IO pour leur dire non, je suis un entrepreneur, ma démarche est entrepreneuriale, je ne compétitionnerai pas avec le sponsor. Et ce que je viens chercher ici, c'est pour moi, c'est pas pour faire de la business, c'est vraiment... Et j'ai réussi. C'est un des seuls dossiers que j'ai gagné, par ailleurs. Je vous invite à voir le film Mon cousin Vinny. Et puis, ça a changé ma vie. Oui. Essentiellement, ça m'a donné beaucoup d'outils. L'échange envers les pairs. Un réseau, un network. Mais surtout un sounding board, puis des outils. Puis c'est dans ce contexte-là que nous, on s'est connus. Oui. Plein d'expériences extraordinaires qu'on ne vit pas normalement. C'est pas une vie normale. Tu parlais de parcours atypique. Une partie de ce parcours atypique-là que je dois à IO, à mes collègues, puis aux expériences qu'on s'est créées nous-mêmes. Puis moi, j'en ai vraiment profité. C'est que j'ai voyagé, fait nos retraites de forum, les retraites de chapitre. T'étais-tu allé à Barcelone voir Vern, toi? Je suis allé voir Vern. C'est là, hein? Oui. Puis c'est vraiment important, moi, dans ma démarche, ce que j'ai obtenu de IO, puis ce que j'ai donné à IO en contrepartie. Et donc, dans les dernières années, je te dirais les 7-8 dernières années de cette entreprise-là d'avocat, je me suis appliqué de façon plus systématique, mais il y avait une dynamique à l'interne qui faisait en sorte que c'est difficile de pleinement appliquer ce que j'apprenais parce que j'avais un associé, puis on avait une structure juridique qui est un peu particulière. Ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, j'ai dû me convaincre que j'étais dans la mauvaise business et que je devais changer la business. Puis c'est ce qui m'a amené éventuellement à faire une transition. Mais cette transition-là, elle s'est amorcée dans IO et toute la réflexion sur la croissance, sur les piliers de croissance, sur l'environnement puis le subject matter, là, qu'est-ce qu'on fait puis comment on le fait puis pourquoi on le fait, bien, c'est né dans le contexte de mon implication dans Entrepreneur Organization. Fait que là, t'as découvert un réseau, puis les gens du podcast, on les a reçus. Tu sais, t'avais ta gang de forums aussi qui est resté quand même pendant plusieurs années. Martin Lavallée qu'on a reçu, Jonathan Léveillé, Antoine Gagné. Fait que finalement, ça t'a donné ce monde-là, un autre univers, mais te connaissant et la façon dont tu réfléchis, tu as voulu comme maximiser ces connaissances-là puis de faire aller ton côté créatif à plein potentiel. Oui, puis à un moment donné, c'est un privilège d'avoir l'occasion un jour de repartir from scratch à l'âge qu'on a. Oui. Puis d'avoir la capacité financière, le support de la famille pour le faire aussi. Parce que l'histoire qu'on va se raconter, c'est 5 ans de travail à temps plein, sans revenu. Pour arriver à, d'une part, apprendre un nouveau métier. C'est un peu angoissant de sortir d'un métier dans lequel on est pendant plus de 20 ans, puis de dire, bien là, moi, je dois me réinventer. Puis ça ne me tentait pas nécessairement de retourner sur les bancs d'école pour acquérir les connaissances, pour éventuellement revenir dans le marché du travail. Puis je suis entrepreneur. C'est que pour moi, il n'était pas question que j'aille... Oui, là, je pense au pot de beurre de peanut. Oui, c'est ça. On ne sera pas loin. Là, exact. Parce qu'on va finir par faire de la bouffe. Mais c'est que cette réflexion-là qui avait été entamée, le voyage, la quête qui avait été Mais là, entamée. à quel moment? Fait que là, toi, tu as décidé... Bon, là, tu t'es retiré de ta deuxième business parce que, bon, tu dis, regarde, je sens qu'il y a quelque chose en dedans, il y a quelque chose, j'ai le potentiel, j'ai le goût de créer quelque chose, tu sais... Mais là, c'est quand même un call pareil, tu sais. Mais ça ne se fait pas de façon aussi tranchée. Parce que ce qui arrive, c'est que c'est une transition. Oui. Puis arrive au travers de cette transition-là des événements qui t'amènent à cette coupure. Oui. Puis qui n'est jamais délicate dans plusieurs histoires. Elle fait mal. Elle fait mal, mais en même temps, moi, le processus a été enclenché. C'est que nous, à une certaine époque, on avait décidé de refocuser sur un des actifs de la business qu'on avait en droit, puis d'innover. C'est que moi, je voulais utiliser la business qu'on avait pour créer un lab d'innovation, ce qu'on a fait. Puis moi, à ce moment-là,
mon travail, j'ai trouvé un directeur général qui s'occupait des opérations, qui était extraordinaire et qui m'a libéré, moi, essentiellement, pour que je puisse innover. Donc, travailler, comme on a souvent dit, sur la business plutôt que dans la business. Oui. Puis pendant 3 ans, dans le contexte de IO et à l'extérieur, j'ai voyagé puis j'ai rencontré d'autres entrepreneurs. Puis toutes les histoires sur l'innovation, sur ce qu'ils font, comment ils le font, sur l'automatisation, la science de la donnée, la robotique, puis toutes sortes de sujets qui étaient très intéressants pour nous, la science du comportement, m'a amené à innover à l'interne. Puis là, ben, les projets d'innovation qu'on a fait à l'interne, finalement, n'ont pas abouti dans la forme qu'on le souhaitait. Puis éventuellement, ben, la business, mon intervention dans ce business-là s'est terminée. Et là, ben, je me retrouvais devant une page blanche, mais avec quand même un début de cheminement sur 3 questions, en fait, qui nous animaient dans tout ce parcours-là. La première, c'est quoi la vraie innovation? Parce qu'on rencontre beaucoup de gens qui nous parlent d'innovation avec beaucoup de passion. C'est comme un buzzword aussi. Là, oui, puis là-dedans, il y a 2 types. Il y a les gens qui sont très doués pour parler en marketing. Et puis, c'est séduisant parfois de se laisser tenter par la proposition. Puis, il y a d'autres gens qui sont souvent beaucoup moins articulés, beaucoup moins marketing, mais qui font de la vraie innovation. Oui. Et puis l'innovation, les gens la conçoivent souvent juste du point de vue tech, développer de la technologie. Puis, alors que l'innovation, parfois, est au niveau du business model aussi, ou de la combinaison de 2 choses qui, en apparence, n'ont pas l'air connectées, mais qu'ensemble peuvent t'amener à une dynamique différente, puis amènent ton entreprise ou ta proposition de valeur à une autre étape. Puis là, ben, moi, une des quêtes dans les voyages qu'on a fait, puis on en a fait vraiment beaucoup, c'était de découvrir... Quand tu dis « on », c'est qui ça, on? Je vais vous parler éventuellement de mes associés, puis notamment de Jonathan Mérino-Gosselin, qui est mon partner dans The Farms, qu'on développe aux Émirats arabes. On a beaucoup voyagé ensemble, on a beaucoup réfléchi ensemble sur ces questions-là. Mais l'ensemble de mes collègues aussi dans IO, parce qu'on a fait beaucoup de voyages ensemble, puis on s'est beaucoup challengé, questionné sur nos propres business models. On est qui? C'est quoi notre identité? Qu'est-ce qu'on veut? Puis tu sais, d'aller au fond des choses. Puis là, ben, une des questions, c'est comment je reconnais la vraie innovation et comment je la recrée, mais de façon très consciente. Puis dans toutes sortes de domaines différents, parce que l'innovation, elle arrive de partout. Puis un parallèle à faire avec l'art. Moi, je suis très impliqué sur les conseils de l'Ensemble contemporain de Montréal, Danse, et puis une organisation qui s'appelle Le Cube, qui est un centre de recherche fondamentale en théâtre jeunesse. Et dans les 3 organisations, c'est des leaders mondiaux dans la création artistique dans leur propre domaine. Et puis, au travers de ces implications-là, puis on parle de l'Ensemble contemporain, presque 15 ans, il y a toute la démarche de création artistique qui est beaucoup, tu sais, c'est pas occulté, mais l'art contemporain a quelque chose de très éditorial dans la société. C'est une critique de la société, puis il y a beaucoup d'innovation. Puis le processus de création qui peut avoir l'air intimidant pour certains, mais peut-être moins qu'une entreprise avec toutes ces rouages. Pour moi, je me suis beaucoup inspiré du processus créatif de l'artiste pour tenter de le transposer au processus créatif de l'entrepreneur. Et je vois beaucoup de parallèles. Puis ces gens-là sont d'ailleurs liés. Dans l'histoire du temps, les mécènes étaient souvent des entrepreneurs ou de la royauté qui supportaient les artistes. Puis si on regarde dans la société d'aujourd'hui, ce qui nous reste comme humains, c'est notre capacité à créer. Et si on n'a pas ça, les chances sont que la machine va peut-être prendre contrôle de nous. Alors que tant et aussi longtemps qu'on va être capable d'instruire la machine de façon intelligente et créative, ben on va survivre comme espèce. C'est que, pour revenir un peu ici, une des premières questions qu'on s'est posées, c'est comment je reconnais le processus d'innovation et comment cette innovation-là s'intègre de façon intelligente. Puis ça, c'est l'autre parallèle important dans notre démarche, c'est de trouver la bonne balance. Parce que dans l'agriculture technologique aujourd'hui, il y a un hype, il y a un besoin qui est criant. On ne verra pas le bout de ça. Je vais mourir, puis on va encore innover dans la sphère alimentaire. Par contre, aujourd'hui, l'industrie, elle est challengée parce qu'il
il y a un emballement de technologie, puis il y a peut-être un déséquilibre entre le montant de technologie qui est nécessaire pour essentiellement faire pousser... Et juste pour comprendre, parce que là, tranquillement, on s'en va vers The Farms, le projet au Moyen-Orient, mais juste avant, ce que je trouvais intéressant, puisqu'on se parlait avant le podcast, c'est que dans ton évolution, là, on a compris ton histoire, l'avocat, tout ça, et là, tu dis, bon, ben regarde, j'ai le goût de créer, je tombe devant une page blanche. Mais ta page blanche, c'est... Donne-moi les stats, là. C'est 5 ans... Dans cette quête-là, il y avait vraiment 3 éléments qu'on cherchait à valider. La première, c'était c'est quoi l'innovation, puis je la reconnais comment. Peut-être 150 rencontres sur 5 ans avec des innovateurs, des incubateurs technologiques, des universitaires, des financiers impliqués dans l'innovation dans plus de 10-15 pays. Okay. Après, l'argent, là, elle sort de où? Elle est structurée comment? Tout le monde parle de fonds d'investissement, de private equity, de seed financing, de série A. Puis là, ben, à un moment donné, tu fais comme, OK, mais qui sont les vrais moteurs de la création de la richesse? Organiquement, intellectuellement, qui crée la richesse? C'est pas les gouvernements, c'est les entrepreneurs. C'est les gens qui exploitent les ressources naturelles. Puis là, on s'est vraiment questionné là, comment l'argent est-elle générée, elle se trouve où en ce moment, puis quels sont les défis de ceux qui détiennent la richesse aujourd'hui. Puis souvent, il y a des familles en affaires qui sont fascinantes. Puis là, ben, on s'est mis à rencontrer des family office, des familles en affaires, un peu partout sur la planète, au Canada, aux États-Unis, en Europe. Puis comment vous planifiez ces rencontres-là? Parce que ça a duré 5 ans, là, cette expérimentation-là, là, de connecter avec des gens selon le principe de l'innovation, après ça, l'argent. Mais comment tu veux... C'est beau, là, tu te promènes toute la planète, mais... Oui, ben moi, j'ai un super pouvoir. Oui. Puis c'est celui de connecter avec les gens. J'ai une facilité de faire ça. Puis au travers les réseaux, parce qu'il y a mais il y a d'autres réseaux, bien, à un moment donné, on a des accès inédits. Oui. Et puis moi, j'ai rien à vendre. Pendant toute cette démarche-là, je n'ai rien à vendre. Moi, j'aime boire du vin, j'aime manger dans des beaux endroits et dans des moins beaux endroits aussi. J'aime rencontrer les gens. Et puis, c'est dans ce contexte-là que, de fil en aiguille, une relation t'amène à un autre. Moi, j'aimerais rencontrer cette personne-là. C'est vraiment comme le réseau, là. Complètement organique. OK. Complètement organique. OK. Et puis, par des financiers, des gens qu'on a dans notre réseau qui nous connectent avec d'autres de leurs partenaires. Et puis là, ben, au travers de ça, je bâtis un réseau qui est vraiment riche. Oui. Mais j'ai surtout des conversations qui sont percutantes, puis qui sont hyper intéressantes, intimes, puis qui m'amènent à comprendre vraiment ce qui se passe pour de vrai dans la société en ce moment. Pas le red tape, pas ce qu'on tente de nous faire croire, ce qui se passe pour de vrai. Et puis, je questionne ces gens-là sur leurs défis, parce qu'il y a un défi aussi de passation de richesse en ce moment. C'est qu'on est dans une époque où la richesse passe d'une génération à une autre, passe dans certains pays du grand-papa qui va directement aux plus petits-enfants. Et puis là, il y a une conscience. C'est que de plus en plus, puis ça nous amène un peu plus dans le sujet, là, mais il y a une conscience à créer de l'impact. Oui. Avec les dollars. Il y a un désengagement dans la formule traditionnelle d'investissement dans des fonds de private equity qui étaient très dédiés à sortir des rendements à très court terme. C'est que de plus en plus, on voit des family office investir en direct dans des deals, puis on voit de plus en plus une désintermédiarisation du capital, puis une période d'investissement beaucoup plus longue pour supporter davantage les entrepreneurs pour créer de l'impact. Puis la nouvelle génération d'investisseurs, plus de notre âge, un peu plus jeunes, qui détiennent le capital, sont beaucoup plus conscients de l'impact de leur capital dans le contexte de leurs investissements. C'est que ça, c'était la deuxième quête, c'est de bien comprendre ce qui se passait pour vraiment comprendre où le monde s'en allait. Parce que ceux qui détiennent le capital, essentiellement, contrôlent le monde, malheureusement. Oui. Et puis là, ben, il y a toutes sortes de contextes. Il y a les médias, il y a les gouvernements, il y a un clivage en ce moment dans la société entre l'Est et l'Ouest. Et puis nous, au travers de ça, on s'est mis à écrire. C'est que moi, je prends des notes
dans chacune de ces rencontres-là. Et puis, bien que je ne veux pas faire un PhD à l'école, je le fais dans la vraie vie. Oui. Et là, on documente, puis on commence à écrire. Puis on écrit des articles. On a écrit sur la propriété intellectuelle, on a écrit sur le blockchain, on en a écrit sur les besoins qu'avait la juridiction dans laquelle on est en train de déployer notre projet sur les Émirats arabes unis puis toute la péninsule arabe. Puis la troisième quête au travers de ça, c'est « What is the next big thing and where? » Donc, Oui. c'est quoi, qu'est-ce qui s'en vient? Si j'ai à réinvestir de mes capitaux, réinvestir de mon temps, dans quoi je le fais? Et puis, pourquoi? Et puis, où? Mm-hmm. Et là, nos voyages nous ont amenés aux quatre coins de la planète. C'est plein de rencontres super riches, super intéressantes, mais aussi un regard sur une société, sur ses rouages, sur ses gouvernements. Puis, OK, est-ce que c'est ici que ça va se passer? Puis oublions la politique, oublions ce que l'Est, l'Ouest tente de nous inciter à penser dans la vraie vie, là, sur le terrain. Où est-ce que ça se passe, puis où est-ce que ça va se passer dans les 20 prochaines années, puis où sont les hubs? Oui. Et là arrive mon petit frère Mario qui, lui, parallèlement, les 5 dernières années, laisse son travail et devient voyageur et fait plus de 80 pays, mais du côté plus bohème de la traque du voyage. Et puis lui, il fait des rencontres similaires. Et on se partage ça, parce que de temps à autre, il revient à la maison, puis là, bon, on partage. Puis lui, beaucoup plus sensible à la réalité des vrais gens. Oui. Et puis là, bon, on se nourrit de nos voyages. Et puis, un des meilleurs amis de mon frère quand on était jeune, Jonathan Mérino-Gosselin, vit à Abu Dhabi depuis 7 ans, à ce moment-là, est marié à une femme émirati, et puis est au cœur de ce qui se développe dans cette société-là. Puis là, à un moment donné, mes voyages m'amènent sur le Moyen-Orient. Puis là, on commence à se voir parce qu'on se connaissait d'avant, mais là, on commence à réfléchir. Puis là, moi, je m'imprègne de cette société-là. Puis de plus en plus, je suis fasciné. J'avais cette première fascination pour avoir travaillé pour des gens du Moyen-Orient en 97 quand j'étais à Londres. À Londres, c'est que moi, à ce moment-là, était née la fascination des contes aux mille et une nuits et puis du désert. Puis j'avais eu l'occasion de voyager dans le désert aussi. Puis il y a une énergie là-bas qui est particulière. C'est que je débarque à Abu Dhabi, puis là, je me rends compte de ce qui se passe là. Puis je suis de plus en plus fasciné par les objectifs du gouvernement, comment la société elle est déployée en ce moment, comment ces gens-là sont investis dans la transformation d'une économie qui est essentiellement dédiée à la ressource pétrolière vers une économie beaucoup plus diversifiée. Il y a une courbe démographique qui est hyper intéressante parce que la population elle est plus jeune. Et puis, il y a des capitaux. Abu Dhabi est devenu, depuis une dizaine d'années, un investisseur international très sophistiqué. Et ils ont défini un plan stratégique d'où ils se voyaient d'ici 2050 et qui est extrêmement clair et qui est une invitation à quiconque veut aller investir chez eux puis développer pour eux ou avec eux ce plan-là. Puis de plus en plus, on s'est dit, hey, c'est intéressant. Puis si on regarde les 3-4 dernières années, il y a une émergence de cette région-là dans à peu près toutes les conversations, que ça soit au Golfe avec Liv, avec le voisin en Arabie Saoudite, que ça soit la construction du Louvre, du musée Guggenheim, de l'apparition là-bas de New York University. Il y a comme un bouillonnement culturel et puis intellectuel là-bas. Puis en même temps, il y a eu Expo Dubaï l'an dernier. C'est que, puis à la sortie du COVID, Dubaï était devenu l'endroit où on pouvait recommencer à vivre. C'est qu'il y a une fascination, puis cet endroit-là sur la planète est au cœur de 80% de la population mondiale. Donc, à 6 heures d'avion, sur un radius, on est partout, puis on atteint 80% des gens. Puis là, il y a des opportunités. Nous, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des opportunités, puis de plus en plus, moi et Jonathan, on commence à réfléchir que c'est peut-être ici que ça va se passer, ne serait-ce que pour innover, pour créer un blueprint de quelque chose qu'on va pouvoir ensuite exporter. Et puis, c'est loin de chez nous, c'est 15 heures d'avion. C'est qu'en même temps, il y a toute cette considération-là. Mais si, intellectuellement, puis la réflexion, c'était vraiment, il me reste 10-15 ans, j'ai de l'énergie encore. Si j'ai à créer quelque chose qui peut avoir de l'impact, aussi bien le faire dans les endroits où les conditions sont toutes réunies. Parce que j'avais travaillé, moi, à l'époque, dans des conditions qui n'étaient pas toutes réunies. Puis c'est frustrant, c'est beaucoup d'énergie.
c'est beaucoup de capitaux dédiés sur lesquels tu as moins de contrôle. Alors que là-bas, si tu s'en vas innover dans quelque chose pour laquelle c'est important pour eux, ben, tu es supporté par l'État. C'est pas plus simple, mais il y a un support réel. Puis un désir aussi de sophistiquer la société puis de la transformer. C'est qu'il y avait cette opportunité-là aussi de se ramasser un peu comme si on était 50 ans en arrière ici, avec la possibilité de bâtir de l'infrastructure. C'est que, rappons tout le processus de recherche, c'est que sur 5 ans, on a des rencontres sur ces 3 thèmes-là généraux, puis on se rend compte qu'il y a 3 ou 4 industries dans le plan d'Abu Dhabi qui nous intéressent particulièrement, puis dans lesquelles on a de l'intérêt puis de l'expérience. Mais arrive la COVID. Puis là, on avait commencé, nous, à faire du relationnel puis du réseautage sur place. On avait écrit une première thèse sur la notion de catalyste. En fait, comment le secteur privé devait jouer un rôle plus actif dans la diversification de l'économie. Puis on avait écrit tout près de 300 pages. Et on avait commencé à faire valoir cette thèse-là auprès des intervenants, stakeholders, local. Et puis, quand la COVID est arrivée, ils nous ont dit, nous, c'est le food security qui est au cœur de nos préoccupations. Qu'est-ce que tu veux dire par food security? C'est quoi la sécurité, la sécurité alimentaire. Et puis, c'est un sujet qui est devenu très populaire avec la COVID, mais c'est essentiellement l'idée de produire localement. Pour ne pas manquer de bouffe. Pour ne pas manquer de bouffe. En fait, ce que la COVID a fait, puis la guerre en Ukraine ensuite, c'est de bouleverser les chaînes d'approvisionnement. Oui. Avec toute la discussion sur les changements climatiques, il y a une conscience que pour nous, de consommer une fraise au mois de janvier, cette fraise-là, elle n'a pas poussé nécessairement dans un champ de l'île d'Orléans le mois précédent. On est chanceux aujourd'hui au Québec, il y a un beau succès qui s'appelle Ferme d'hiver, qui amène ici au Québec une infrastructure pour cultiver la fraise en milieu contrôlé toute l'année. Mais ça participe un peu de cette conversation-là. C'est que dans le contexte de la COVID, les gens se sont rendus compte, puis dans le contexte de la conversation un peu plus grande sur le footprint environnemental, c'est que la nourriture qui provient de centaines de milliers de kilomètres qui arrive chez vous, bien, d'une part, elle n'est peut-être pas la meilleure pour toi parce qu'elle a dû être conservée, elle a perdu ses propriétés nutritives. Et puis là, il y a une plus grande... Puis il y a un coût environnemental dans la logistique. Puis là, de plus en plus, il y a une conscience au niveau des gouvernements puis au niveau de l'ensemble des intervenants que il y a peut-être un avantage à revoir fondamentalement notre rapport avec la nourriture, la diversité de notre nourriture, la qualité de notre nourriture, et qu'il y a un avantage à la produire plus régionalement pour réduire le temps entre le moment où elle est cultivée au moment où elle est consommée. Et toute cette réflexion-là participe de cette notion-là qui est la sécurité ou la résilience alimentaire. Oui. Et puis il y a une notion de sécurité alimentaire, puis une notion aussi de qualité des aliments qu'on consomme. Parce que là, il y a tout un autre débat sur les GMO, puis tout ce qu'on essaie de créer comme C'est drôle que tu me dises ça, parce que moi, de mon côté, tu sais, avec le cancer que j'ai eu et tout ça, je suis all-in dans la médecine fonctionnelle. Puis les gens ne connaissent pas ça, c'est très peu connu, mais justement, ma coach vit à Dubaï. Et pendant toute ma convalescence et pour me préparer à ma chimio, j'ai pris des suppléments naturels, j'ai fait des tests d'hormones. Ici, au Québec, ils ne croient pas ça, les tests d'hormones salivaires. Donc là, elle m'a toute accompagnée pour transformer ma nourriture, mon alimentation, manger santé, éviter plus de crucifères, plus de ci, plus de ça. Puis, je pense que le futur est à ça, tu sais, c'est fou, là, il y a quelque chose, là, puis c'est très, très intéressant ce que tu dis, parce que les gens voient, tu sais, pour nous, la nourriture, elle apparaît chez IGA. Oui. Pour mes enfants, la nourriture apparaît chez IGA. Dès que mon enfant revient à l'école avec un projet où ils font pousser un plant de tomates, il n'y a pas une tomate qui se perd, hein? Parce qu'il y a un rapport là, soudainement intime avec le fait qu'on... Puis cette conversation-là doit intervenir sur la résilience alimentaire, la sécurité alimentaire sur 3 fronts. Parce qu'on ne peut pas parler de nourriture sans parler d'eau et d'énergie. Parce que les 3 sont ensemble. Puis là, puis nous, on s'est mis à étudier ça. On s'est mis à étudier, premièrement, le rapport que l'humain a avec la nourriture puis l'agriculture traditionnelle. C'est qu'on ne peut pas tenter de disrupter ou d'optimiser une industrie si tu ne comprends pas les rouages fondamentaux de cette industrie-là. Puis là, ça nous ramène
au début des temps, parce que l'agriculture est un vieux métier. Il y a un autre vieux métier, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Mais essentiellement, puis là, ben l'agriculture régénérative aussi. Donc, habituellement, dans un microcosme, tu as l'ensemble de ce que tu as de besoin dans la nature. C'est que tout est là. Puis dès qu'on se met à dénaturer ou à importer des nutriments ou des pesticides, puis qu'on introduit dans la nature un élément étranger, bien là, ça perturbe l'élément. C'est que on a commencé, nous, quand on a décidé qu'on faisait du food security, en fait, on a fait une très grosse annonce il y a 2 ans et demi en disant qu'on était pour construire la plus grande ferme intérieure au monde, au cœur du désert. Et puis là, on est soudainement devenu populaire. Okay. Première page de plusieurs journaux. Le Journal de Montréal fait un article sur nous. On est invité sur toutes sortes de tribunes. On fait des conférences. Puis on se rend compte au fur et à mesure que c'est une fausse bonne idée. En fait, que c'est pas une bonne idée de construire la plus grande ferme intérieure au monde. Et là, on est à ce moment-là conseillé par les Dutch qui nous suggèrent de faire ce projet-là. Puis là, on se dit, au fur et à mesure, ça n'a pas de bon sens, il faut aller étudier, on ne sait pas de quoi on parle. Et puis, alors qu'on aurait voulu avoir construit cette ferme-là, puis aujourd'hui, d'être devant toi avec cette grande ferme intérieure-là, puis de te parler comme on est bon, on s'est dit, on ne peut pas. On va aller faire une autre thèse. On va aller faire une autre thèse. Puis en fait, c'est exactement ce qu'on a fait. Je me suis remis à voyager avec Jonathan. Puis là, Jonathan a fait une maîtrise en Hollande sur l'agriculture technologique. Pendant ce temps-là, moi, je voyageais. C'est que je rencontrais toutes sortes de gens, mais focus sur l'agriculture, les innovations en agriculture. Et puis là, on a commencé à former notre esprit. Et puis, de plus en plus, alors que le trend dans les marchés était de construire des très grandes infrastructures, des fermes verticales, nous, on s'est détaché un peu de ça. Puis ça me ramène un peu à ce que tu donnais comme exemple par rapport à ta propre histoire à toi, puis ce que ton corps consomme. Puis il y a une idée là-dedans de food is a medicine. Bien, c'est clair. Et la qualité de la nourriture et comment utiliser la technologie. D'une part, il y a un défi dans le désert qui est le climat. Puis la nécessité d'avoir de la technologie, elle émane du fait que si on veut cultiver une diversité de crops ou en français, crop, c'est différents types de nourriture. Oui. Et on doit être capable de le faire toute l'année. Oui. L'été, au Moyen-Orient, j'y étais la semaine dernière et il faisait 50. Là. C'est challengeant pour faire de l'agriculture traditionnelle. C'est que utiliser la bonne technologie pour créer de la nourriture de qualité, pour la vendre ou la distribuer localement, c'est vraiment ce qui devrait nous animer. Puis nous, on a établi une thèse au travers de ça, comment réutiliser, comment re-empower oui. L'humain comme acteur principal dans la création de la nourriture, dans la culture de la nourriture, mais aussi dans la réduction des déchets alimentaires, puis dans la valorisation des déchets alimentaires. Puis ça nous ramène aussi à l'eau, l'énergie et puis la nourriture. Tout ça est un tout. Parce que la technologie, elle consomme de l'énergie. C'est que si on est pour produire localement, mais augmenter la consommation d'énergie, on ne règle pas la notion de food security, parce qu'on fait juste faire un trade-off. Oui. C'est qu'au travers de ça, nous, on a élaboré vraiment une autre approche qu'on a documentée aussi sur le rôle de chacun des stakeholders dans la chaîne, puis le bon équilibre technologique. Puis on le fait aussi dans un contexte de mixed farming. C'est que la première manifestation de ce qu'on va annoncer en septembre, c'est des fermes de fruits et légumes. Mais après, on est en train de préparer les fermes de poissons. Oui. Après, on va préparer une ferme d'insectes. Et ensuite, ça sera des fermes laitières, mais avec un autre type de protéines, puis un autre type de vaches ou de DNA pour les vaches. Mais ça, c'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Ouais. Fait que ça t'amène... Fait que là, dans le fond, vous voyagez 5 ans. Et comme tu dis, tu fais ton doctorat, mais beaucoup plus sur les connexions humaines, comprendre, mais toujours dans un but spécifique de réinventer un peu le food security, la security agriculture, comment tu l'appelles? The food security. The food security. Ouais. Toujours dans le but de réinventer, parce que là, tu es parti de ta page blanche, puis là, tranquillement, tu es en train de documenter ta page blanche avec ton partner. Et là, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que... Et là, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est quand
camp en préparation, c'est toutes les stats reliées à ça. Tu sais, aux Émirats arabes, ils vont importer comme... 95% de leur nourriture fraîche. Exact. C'est qu'on avait un contexte macro qui était très favorable parce qu'il y a beaucoup de gens qui questionnent le fait qu'on le fait là-bas. Il y a beaucoup de gens qui critiquent aussi les gouvernements locaux là-bas pour toutes sortes de raisons qu'on connaît. Souvent, moi, ce que je dis aux gens, c'est que je ne veux pas rentrer dans le conflit de la conversation, mais c'est venez voir. Venez voir. Nous, on a reçu la semaine dernière, on a été super chanceux. Il y a un groupe du EMBA de McGill qui ont fait leur thèse sur notre projet. Okay. Et on les a reçus à Abu Dhabi la semaine dernière. Et puis, là-dedans, plusieurs femmes, parce qu'il y a une préconception que les femmes sont peut-être maltraitées aux Émirats arabes unis. Et puis, ils ont été fascinés par l'endroit. Puis ils ont comme compris aussi qu'il se passe quelque chose d'un peu particulier. Puis tu peux pas le savoir si tu y vas pas. Non. C'est que... oui, on a effectivement documenté tout ça. On a fait des recherches très, très détaillées sur les dynamiques de marché, tant au niveau du pricing, très business, que sur l'environnement. Puis tu sais, ici, c'est un podcast sur la croissance. L'histoire, je pense qu'elle est intéressante si on le voit dans la préparation de cette croissance-là. Parce que c'est... Tout à fait. Puis tu pourras peut-être, je te lance l'idée, de me réinviter dans 2-3 ans pour voir si on avait fait nos devoirs correctement. Puis si dans la vraie vie, on va avoir pu opérationnaliser de façon... L'idéation. Oui. Ceci dit, on a joué l'algorithme dans notre tête de cette croissance-là, puis fait la planification d'une façon très sérieuse pour être vraiment confortable quand vient le temps d'exécuter. Puis là, on est dans la phase d'exécution. C'est que la beauté, au moment où je te parle aujourd'hui, c'est qu'on est dans cette phase d'exécution-là. On a wrappé la thèse, on n'est plus à l'école, puis là, on le fait. On a acheté une propriété là-bas. Puis là, juste pour nous situer, donc, Dubaï et Abu Dhabi, c'est combien de temps, les deux? En général, 1 heure, mais si tu pars d'un bout de Dubaï à l'autre bout, c'est 2 heures. 2 heures, OK. Ouais. Mais juste pour qu'on se situe, parce que les gens connaissent beaucoup Montréal, Trois-Rivières. Et toi, quand tu arrives à Abu Dhabi, pour arriver à ta ferme, c'est où? Bien, la ferme qu'on a, la propriété, qui est une ferme pilote. En fait, nous, de façon très pragmatique, après tout le processus d'idéation, puis le fondement de la business, puis notre propos éditorial qu'on met de l'avant, on a décidé d'acquérir les droits stratégiques de certaines technologies, plutôt que d'être agnostique technologiquement, ce qui est à peu près la norme en ce moment. Les gens débarquent là-bas, construisent de l'infrastructure, mais à toutes les infrastructures, ils refont leur devoir pour bien choisir la technologie, les partenaires et tout. Nous, on a fait le contraire. Nous, on s'est dit, on les a toutes analysées. We bet on these technologies, puis c'est ceux-là qu'on va amener au marché, mais on va dérisquer le processus de tous ceux qui vont investir dedans. Puis la première chose qu'on va faire, c'est les construire nous-mêmes pour le démontrer. Et puis là, on a décidé donc de bâtir une ferme pilote, tout autour de l'expérience aussi. C'est que nous, on n'a pas juste bâtir une ferme pour bâtir une ferme, on va vraiment inviter les clients potentiels puis le public à venir vraiment vivre une expérience sur la propriété. Puis il va y avoir des éléments écotouristiques, il va y avoir des éléments gastronomiques, il va y avoir des éléments expérientiels et de la recherche et développement, de la formation et un showcase des technologies. C'est que nous, ce qu'on a fait comme première manifestation de notre plan, c'est d'acheter un terrain qui est tout près de 250 000 pieds carrés au cœur du désert de Liwa, qui est un des plus beaux déserts au monde et qui est à 1h50, 2 heures de Abu Dhabi City. C'est qu'on doit... et c'est vraiment un lieu qui est magique, qui est très beau esthétiquement, puis c'est le farmland. Les gens ne savent pas, mais Abu Dhabi a tout près de 30 000 fermes. Et cette infrastructure-là est déjà subventionnée en eau, en électricité, et elle appelle à la modernisation. C'est que pour nous, c'est un marché qui est extraordinaire. Qui est propice et prêt à croître. Là. Puis les technologies qu'on a choisies, elles sont abordables, elles sont simples d'utilisation et elles produisent de l'excellente nourriture. Et non seulement, puis on parle de technologie ici, là, mais c'est pas une innovation sur laquelle on prend un risque. On a choisi des technologies qui avaient déjà été appliquées, de compagnies sérieuses qui distribuent ces technologies-là, puis on a acquis l'exclusivité de distribution de ces technologies-là. Puis on est en train de faire l'acquisition de l'intégrateur qui, depuis plus d'une décennie,
intègre ces fermes-là aux quatre coins du monde. Donc, les fermes qu'on construit là-bas, c'est pas une entière nouveauté, c'est quelque chose qui a été fait. Il y a plus de 200 fermes qui ont été faites comme ça. Puis, il y a une offre résidentielle aussi, parce que tantôt, on parlait de le pouvoir du consommateur résidentiel, parce que de toute façon, c'est toi et moi qui consommons la nourriture. Que ce soit chez nous, que ce soit au IGA local ou au restaurant, c'est nous qui sommes les consommateurs puis qui drivons la demande. Oui. C'est que pour nous, l'adéquation entre une offre commerciale puis une offre résidentielle est importante pour que le brand ou l'idée de notre proposition de valeur soit intégrée dans les individus, dans les foyers. Puis il y a une composante très, très importante de notre projet qui est au niveau de l'éducation. Moi, j'ai eu la chance, comme avocat, à un moment donné, d'avoir des dossiers dans toute l'évolution du recyclage au Québec, puis la valorisation des matières putrescibles, donc tous les déchets. Et j'ai compris que ça prend du temps, que ça prend tu sais, la réglementation vient plus tard, il faut changer les comportements au départ. C'est qu'une partie de notre thèse qui est très, très fondée sur comment je modifie les comportements, comment je crée un lien entre une marque et une valeur de proposition. Puis c'est là que l'art arrive un peu en ligne de compte. Puis on est super chanceux dans l'organisation. On a Jonathan qui est un vrai créatif. C'est que Jonathan a créé, dans le contexte de l'éducation, on a créé un podcast. D'ailleurs, tu nous inspires et ce lieu nous inspire beaucoup aussi dans ce qu'on veut créer là-bas. On a plus d'une dizaine d'épisodes déjà de shootés. Qui se veut un peu un testament de toutes les recherches qu'on a faites, toutes les gens qu'on a rencontrés. On s'est dit, nous, il y a peut-être 10% de ces rencontres-là qui sont pertinentes pour notre projet, mais 100% de ces rencontres-là sont pertinentes pour quiconque veut s'éduquer. Ben oui. Puis il y a un trend aussi dans l'industrie en ce moment très exclusif. Les gens ont peur de partager les secrets de commerce. Puis nous, c'est complètement le contraire. Nous, on est open source. Nous, on veut que tout le monde vienne voir, on veut expliquer à tout le monde comment ça marche. Dans la transparence complète. Et puis donc, pour nous, dans l'aspect éducation, c'est très important donc d'avoir des éléments qui touchent les gens. Puis là, Jonathan a écrit une chanson. Jonathan a créé un film sur l'historique du food security. On a créé ce podcast-là avec un branding qui est assez cool, de Gentlemen of Abu Dhabi. Puis au travers de ça, de façon très ludique, on partage les rencontres qu'on a eues sur toutes sortes de sujets qui nous intéressent tout le monde. Puis au travers l'acquisition qu'on est en train de faire, cette entité-là qui s'appelle Agrotonomie, non seulement ont-ils aidé à construire près de 150 fermes aux quatre coins de la planète, mais ils ont bâti une communauté sur les réseaux sociaux de tout près de 5 millions d'abonnés sur l'ensemble des plateformes auxquelles ils donnent beaucoup d'informations, puis d'éducation, puis on voit l'engagement de cette communauté-là dans le contexte du contenu qui est créé. Puis c'est vraiment intéressant. Puis nous, dans cette acquisition-là, on acquiert tout près de 30 000 clips, une dizaine de livres qui ont été écrits, et puis on est en train de transformer ça en programme d'éducation pour nos clients, les écoles. Il y avait dans la jeunesse de Jonathan, puis dans la jeunesse peut-être de gens ici, le Lab Boss, un laboratoire dans un autobus qui parcourait les écoles du Québec et qui initiait les enfants à la science. On est en train on va s'acheter un autobus, là, puis on va créer ça, mais avec nos technologies, puis on va faire les écoles là-bas. Fait aussi. que dans le fond, là, quand je t'écoute parler, là, Sébastien, ce qui me vient en tête, là, c'est que tu es en train de devenir l'entrepreneur d'impact que tu as toujours rêvé. Bien malgré moi ou de façon consciente. Puis je te dirais que le fait d'être papa a beaucoup à voir. Tu sais, tu te dis, moi, j'ai de l'énergie, j'avais du temps, j'avais un peu du front tout le tour de la tête, puis j'ai pas peur d'aller dans ces endroits-là, puis de créer. Puis je voulais faire quelque chose qui était plus en ligne avec nos désirs, puis nos ambitions, puis nos valeurs. Mais quand je pense à l'impact que ça peut créer, ne serait-ce que pour mes propres enfants, puis pas juste de leur dire, on vous laisse une planète qui est peut-être en meilleure condition, mais il n'y a rien que vous ne pouvez pas faire. Oui. Il n'y a rien que vous ne pouvez pas faire. Puis oui. Tu sais, c'est difficile, là, parce que moi, au fil des 5 dernières années, je reviens le soir ou je reviens des voyages, puis je leur explique un peu ce qu'on fait. Puis tu vois ce qui les intéresse là-dedans, mais consciemment, tu sais, tantôt, tu as posé une question qui est pertinente. Est-ce que tu viens d'un milieu d'entrepreneurs? Mes enfants vont pouvoir répondre oui à ça, puis raconter toutes sortes d'histoires de comment eux ont été témoins
des hauts puis des bas, mais du processus. Oui. Puis une des choses qui est importante pour nous, puis pour moi particulièrement, puis même chose pour Jonathan, c'était de faire nos devoirs avant, comme il faut. Parce que ce que je me rends compte beaucoup, puis tu as dû voir ça aussi construire un avion en plein vol, c'est pas toujours l'idéal. Des fois, en fait, il n'y a jamais rien d'idéal dans ce monde-là. Tu ne deviens pas nécessairement entrepreneur parce que ça te tente dans la vie. Les gens pensent qu'on devient entrepreneur parce qu'on est fancy puis qu'on est romantique. Souvent, tu deviens entrepreneur par accident, par dépit. Puis après, you need to deal with it. Nous, dans ce cas-ci, on s'est dit, on va se péter un party d'entrepreneurs, mais on va le faire à notre image, on va le faire à notre sauce. Et puis, si ça marche, ben tant mieux. Mais tant mieux pas juste pour nous. Ça sera tant mieux pour tout le monde. Pour tout le monde. Puis après, en même temps, moi, le message principal, c'est vraiment de dire à mes cocos, tu sais, les amis, la raid n'est pas facile. Be kind. Soyez curieux envers les autres. C'est les autres qui vont vous inspirer. Puis en même temps, soyez radicalement créatifs. Puis ça va vous amener tout plein de problèmes. Mais à la fin, ça va rendre votre vie beaucoup plus riche. Oui, il y a quelque chose de grandiose là-dedans. Il y a quelque chose de grandiose. Wow! Ah, j'aime ça. Puis, tu sais, tu me connais avec mon fameux Big Hairy Audacious Goal. C'est quoi le BHAG pour The Farms? Où tu te vois dans 10 à 30 ans avec ce projet-là? En fait, moi j'ai atteint mon BHAG en ce moment. OK. Oui, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui puis même dans les conversations, dans nos forums et tout, qui tendent à chiffrer. Moi, au début de cet exercice-là, j'ai fait mon bucket list qui est rempli d'éléments très, très pragmatiques de la vie. Oui. Puis là-dedans, tu sais, c'était créer des business d'impact, notamment avec mes enfants, manger la meilleure nourriture accompagnée de personnes intéressantes. La vie, quoi? La vraie vie? Oui, puis je te dirais qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, puis ça a été un long processus, mais d'être beaucoup plus sur mon X. Oui. Puis tu sais, ça peut avoir l'air cliché, mais le plaisir est beaucoup dans le processus. Et puis, je ne suis pas en train de dire que c'est de la jouissance à tous les jours parce qu'on a investi beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup d'argent, puis on a très hâte de lancer en ce moment, puis de avoir une paye. Mais je te dirais que ce qui nous anime en ce moment est très, très aligné avec les objectifs qu'on avait, puis je ne le referai pas les 5 dernières années. Je le referais si j'étais beaucoup plus jeune, mais on est très fiers du travail accompli. Il y a beaucoup de validations qui viennent du marché, parce que dans le podcast, essentiellement, on a aussi une validation dans certains des invités qui sont des stakeholders ou avec qui on va travailler dans certains programmes qu'on a mis en place. Puis là, on se rend compte qu'on a eu 100% dans notre devoir. Tu sais, on m'octroierait mon PhD. Tu sais. Oui. Ceci dit, on serait très ému de voir que ce qu'on a tout imaginé, qu'on a tout écrit, l'histoire est écrite. Oui. C'est très rassurant comme entrepreneur de savoir que ton painted picture, il est détaillé, puis que tout est là. Puis je t'ai pas transmis dans la préparation le plan d'affaires, mais tout est là. Oui. C'est que pour nous, l'exécution, on est en mode exécution, puis là, on le fait de façon extrêmement machinale. Puis à chaque fois, on se regarde, Joe et moi, puis on a 2 autres associés locaux là-bas qui sont les beaux-frères. C'est une histoire de famille, tout ça. Puis de plus en plus, on sourit. Puis d'être à ce moment-là précis, assis sur ton X en disant « c'est ça que je veux oui. ». Puis peu importe où est-ce que ça nous amène après. Tu sais, si je mange chaud, puis que je peux continuer à voyager puis à développer ces projets-là, puis continuer de rencontrer des gens comme on le fait là, pour moi, ça c'est l'arrivée. Ça, c'est le BHAG. Oui. Puis je veux pas... Parce que, non seulement pour des fins de pression, mais je veux pas chiffrer, je veux pas... Non, mais en même temps, le BHAG, moi, je le vois. Puis aujourd'hui, les gens qui ont des BHAG, puis la façon dont on va le positionner, c'est plus quelque chose d'inspirationnel. Tu sais, c'est de dire, est-ce que ce modèle-là que vous êtes en train de faire peut être un précurseur pour le répliquer? En fait, oui. Puis il est là. La thèse, elle est intellectuelle, elle est exécutable. On la véhicule auprès du gouvernement là-bas comme étant potentiellement pour eux une opportunité de créer de la propriété intellectuelle puis de l'exporter.
Oui. Et puis, mais tout ça fait partie de la démarche. Mais je serais aussi ému de voir une partie de notre thèse être répliquée dans un pays que de voir 50 000 foyers utiliser notre technologie puis partager sur les réseaux sociaux comment leurs enfants gaspillent moins, mangent plus de brocolis sans Cheese Whiz, puis qui sont en meilleure santé à la fin. Oui. Ça, pour moi, ça aurait autant de valeur que pour mon ego de voir que la création intellectuelle qu'on a faite fait des petits. Surtout que, tu sais, moi, je suis pas mal passionnée par toutes ces affaires-là de longévité, tu sais, puis il y a Peter Diamandis, tu sais, et Tony Robbins qui viennent d'écrire un livre, là, tu sais, et qui parlent, et qui ont créé le Fountain Life. Et eux, ce qu'ils disent, c'est que nos enfants vont vivre jusqu'à 100, 120 ans. Mais vivre comment? Vivre en santé, c'est ce qu'on souhaite. Moi, ça me déprimerait. Je pense que c'est ton livre, la version anglaise, qui a une quote au début, qui dit qu'à la fin de notre vie, on veut arriver à toute maganer, puis what a ride. Moi, dans ma bucket list, j'accumule certaines. Puis ça, pour moi, c'est une des quotes qui me parle le plus. Oui. Parce que c'est exactement ça, ma vie, mais pas jusqu'à 120. Non, mais c'est ça. Mais en même temps, si t'es jusqu'à 120, tu veux, tant que tu as la santé puis que tu as l'énergie, why not? T'as raison, mais... Parce que t'arrives à la fin. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose, parce que je pense que tu nous as amené, tu sais, puis l'énergie que vous utilisez là-bas, c'est bien l'énergie solaire, j'imagine? Non, non, c'est que nous, on a essayé, il y a toutes sortes de choses qu'on regarde en ce moment. Donc, le choix de Greenhouse, c'est que nous, on veut être le plus possible off the grid, mais c'est difficile, c'est que c'est une des raisons macroéconomiques qui favorise l'émergence de ce qu'on est en train de faire là-bas, c'est que d'une part, il y a une abondance de main-d'œuvre qui coûte vraiment pas cher. Il y a une abondance de terrain qui coûte vraiment pas cher, c'est que tu n'es pas obligé de construire en hauteur. Et tu as un accès à de l'énergie qui coûte vraiment pas cher, qui est subventionné puis qui est disponible. C'est que à un moment donné, pour nous, on voulait mettre des panneaux solaires, mais ça nous a coûté plus cher de panneaux solaires que toute la ferme au complet. C'est qu'il y a une question de coût. Il y a certaines technologies, puis quand on va pouvoir construire à scale, le solaire peut devenir intéressant. Certains types de production utilisant l'énergie solaire. Mais je te dirais qu'aujourd'hui, l'innovation permet d'avoir des greenhouses, donc des buildings qui utilisent des wet walls, des murs humides, et puis des fans qui font en sorte que tu n'es pas obligé de climatiser comme tel ton infrastructure. Tu as des technologies super intéressantes qu'on utilise en ce moment pour récupérer l'eau, la condensation de l'air, parce que le désert est très humide la nuit, particulièrement, et il y a des machines qui te permettent de récupérer cette humidité-là et de la transformer en eau. Et on regarde certaines de ces technologies-là pour être autosuffisant en matière d'eau également. C'est qu'on cherche ces technologies-là, mais il y a toujours une adéquation entre le coût l'utilisation d'énergie puis le output. C'est qu'idéalement, on leveragerait l'énergie solaire parce qu'il y en a en abondance là-bas, mais ça va peut-être venir avec le scale parce qu'il y a des coûts importants. Des coûts importants, mais au moins, c'est que vous allez faire ça. Et là, ce que j'entendais, c'est qu'on va tout mettre les liens dans notre épisode maintenant des fermes et tout ça. Puis là, tu avais même une idée d'expérience agro-touristique. Fait que là, c'est quand est-ce qu'on peut aller te voir, là? Bien, vous allez, si tout va bien, 2024 sera un moment super le fun. Puis il y a beaucoup de nos amis qui ont hâte parce que, naturellement, ça, c'est l'autre côté du processus entrepreneurial. L'entrepreneur, tant et aussi longtemps qu'il n'a pas réussi, est un peu considéré comme un pédeleux. Tu sais. Puis malheureusement ou heureusement, j'accepte le label, mais ça fait 5 ans qu'on colporte notre projet. Puis que les gens nous entendent dire, puis notamment ma blonde, ben ça s'en vient, ma chérie. Oui. Mais là, on est vraiment là, parce qu'en ce moment, tu sais, moi, j'étais là-bas la semaine dernière, on a la propriété, les containers commencent à débarquer avec la technologie qu'on a investie, l'acquisition d'agronomie. Là, vous avez un champ de dattes, non? Vous n'avez pas déjà... On a 500 dattiers en opération. On a une business, on a une vraie business, puis on est vraiment dans l'opérationnalisation puis dans l'exécution du plan. C'est vraisemblablement de façon assez
assez certaine. En 2024, le lieu va être prêt, puis va être prêt à recevoir les gens. OK. Mais aussi, toute l'expérience qu'on va offrir en ligne va être disponible pour tout le monde, parce que nos projets, l'acquisition d'Agroautonomie nous amène la distribution dans 19 pays, jour 1. Et l'objectif est d'augmenter la présence internationale. Donc, nous, au lancement, on a des opérations au Moyen-Orient, on a un site web transactionnel en 9 langues, on a 5 millions de followers sur les réseaux sociaux, on a un podcast, et puis la distribution dans 19 pays. Jour 1. Jour 1. Jour 1. Donc, avec ça, on pense avoir les éléments nécessaires pour faire de l'hypercroissance. Oui. Puis d'amener justement ce BHAG-là, de dire comment on peut faire valoir les choix stratégiques qu'on a faits comme étant une nouvelle façon de faire. Un élément de plus dans la grande conversation, parce qu'on veut pas, on pense pas disrupter rien, on pense simplement... Non, mais c'est des nouvelles pratiques d'affaires qui peuvent servir. C'est du changement comportemental. Si j'avais à identifier vraiment l'élément sur lequel on se focalise le plus, c'est comment faire pour changer les comportements, de sorte que dans 10 ans d'ici, les gens ont adopté un rapport différent tant à la production alimentaire puis à la valorisation de ce que le fermier fait, de comment ta nourriture, elle arrive chez toi, puis c'est quoi le contenu de ta nourriture. Si moi, je réussis avec l'équipe à sensibiliser sur ces 3 éléments-là, soudainement, le changement peut arriver. Puis là, commercialement, si je peux créer un rapport entre toi et la marque, puis que ce rapport-là, dans ta tête, c'est un rapport qui t'éduque, c'est un rapport qui te donne du pouvoir, c'est un rapport qui te fait sentir bien, et que ensuite, toi, tu deviens mon ambassadeur. C'est clair. Bien là, à ce moment-là, puis là, la force des réseaux sociaux vont venir bonifier là, cette notion de résilience-là, mais surtout démystifier, puis de façon très ludique, amener un rapport qui est complètement différent à la nourriture, qui va faire en sorte qu'à un moment donné, tout le monde va se sentir bien, ne serait-ce que de jouer avec les différents concepts qu'on offre aux gens. C'est que pour moi, si on arrive à faire ça, notre mission d'entreprise, qui est vraiment celle de redonner le pouvoir, puis aussi de revaloriser le travail de ceux qui font la nourriture. Parce qu'aujourd'hui, puis les gens sont peut-être moins au courant de ça, mais les fermiers, les producteurs agroalimentaires, c'est pas ceux qui ont la part du lion. C'est des gens qui prennent beaucoup de risques et qui sont très impactés par les changements climatiques, qui sont très impactés par la variation des coûts des intrants et qui, essentiellement, produisent pour que des distributeurs après, puis le retail, prennent les marges. Oui. Et puis, dans notre processus à nous, il y a aussi, dans toute cette idée-là, de to re-empower. Redonner, c'est ça. Redonner le pouvoir. Puis le pouvoir. Aux consommateurs, c'est aussi de désintermédiariser, donc de créer plusieurs petites infrastructures de production alimentaire un peu partout, puis d'être un catalyste pour permettre à toutes sortes de gens de prendre part, pour rapprocher le lieu de production au lieu de consommation. Puis en faisant ça, on désintermédiarise peut-être 1 ou 2 intermédiaires pour la qualité de la nourriture par rapport au prix que tu vas payer. Tu vas en avoir plus pour ta santé puis pour ton argent. Fait que ça, c'est bon. Puis tu sais quoi, moi, mon gros projet de pandémie, ça a été ma sœur à la maison. Et moi, je vais là tous les matins. Là. C'est mon moment de méditation extrême. J'adore ça. Puis je caresse, puis je les écoute, puis j'adore mes plantes. Puis mon chum, il s'est demandé, il dit, OK, tu veux une greenhouse? OK, c'est beau. Mais les gens que j'invite chez moi, je les amène dans la... Il y a comme un effet de connecter avec la nature. Puis ça, je pense que le futur est là. Alors, on arrive déjà à la fin de notre épisode. Y a-t-il quelque chose qu'on aurait pu discuter ou que tu aurais... Quel est le message ou le legs? Tu sais, le message aux entrepreneurs que tu aurais le goût de laisser, quelque chose qu'on n'a pas discuté, que tu voudrais dire en terminant cet épisode? 2 choses, en fait. Je pense que les entrepreneurs, d'une part, on est important. Oui. On est important. Tu sais, dans la grande conversation, dans la grande quête de qui est le moteur de la création de richesse dans une société, je pense que l'entrepreneur est un des acteurs importants. Puis, on s'est fait dire beaucoup par les réseaux sociaux puis toutes sortes de gens que pour être un entrepreneur à succès, il fallait faire 50 millions puis avoir un exit successful. Le plaisir et l'importance, c'est dans le chemin.
C'est cliché, mais c'est réel. Puis au travers, l'entreprise vit la société. C'est-à-dire qu'il y a des employés, il y a de la consommation, puis de l'activité économique, puis tout est là. Puis c'est important que les gens osent entreprendre. Et l'autre, c'est vraiment la créativité puis la jeunesse. On ne réalise pas ou on occulte ou on ne prend pas conscience que les jeunes ont de quoi à dire et qui ont une énergie qui est particulière. Puis c'est peut-être eux qui vont changer la planète. Puis le rapport, beaucoup de ces conversations-là que je vois avec mes enfants sur la consommation, toute la consommation. Tu sais, on a parlé d'économie circulaire, on a parlé sous l'angle de la nourriture puis le gaspillage alimentaire, mais il y a toute la consommation de nos vêtements, nos voitures, nos maisons. Puis la jeunesse, elle a été éduquée à prendre conscience de ces choix-là. Et puis, si on donne plus la voix puis des outils, on pourrait être surpris. De ce qu'ils vont faire. Et puis, si on peut leur insuffler que c'est pas important d'être de la même couleur que tout le monde, que tout le monde a sa propre couleur, tout le monde a son propre rôle, puis que c'est correct d'être différent, puis que c'est correct de créer, puis que de créer, ben des fois, ça marche, puis des fois, ça marche pas. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de retenter à nouveau, puis qu'au fil des erreurs, puis des essais-erreurs, ben il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Puis moi, j'ai beaucoup il y a beaucoup de notre démarche qui est mue par, justement, en redonnant le pouvoir à tous les segments de la population, mais notamment la jeunesse. C'est comme ça que dans 10 ans, on va être un petit peu plus proche du BHAG. Exact. Parce que c'est ces gens-là qui vont essentiellement changer nos façons de faire puis qui vont driver comment la société va fonctionner. Va évoluer la planète comme telle. Écoute, Sébastien, merci de nous avoir partagé ta propre couleur. Merci à vous de m'avoir reçu. Et puis, je te lance un défi. Le prochain podcast, dans 2-3 ans, ça va être à Abu Dhabi, sur ta ferme. Puis dans mon antre, puis vous allez voir, parce que dans le R&D, Rip Off and Duplicate, il y aura probablement un peu d'inspiration de ce beau lieu créé par Dan, et non Fred, a.k.a. Fred. Excellent, merci beaucoup. À tout le monde. Merci. Cool. À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années. Tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com/outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.